Bonjour. Alors, dans ce deuxième épisode des Enfants terribles de Star Trek, nous allons parler aujourd'hui de fanfiction slash. Alors, de quoi s'agit-il? Du slash, hein, tout simplement le signe sur le clavier. Et l'idée qui est derrière ça, c'est d'inventer un couple gay imaginaire à partir d'une fiction dite canonique, autrement dit reconnue comme étant la vraie fiction, et de créer à partir d'elle, à partir de cette fiction, des œuvres de toutes sortes, donc des dessins, des textes, des fanzines, au début du moins des années 70, et puis ensuite des vidéos. Ça va être le moment où il y aura des vidéos. Alors, fanzine, ça vient de fan et zine, et donc c'est des magazines qui, en quelque sorte, se regroupent une communauté de fans passionnés par un sujet, en l'occurrence Kirk et Spock, ou Spock et Kirk, et ça donnera aussi ce qu'on appelle DeviantArt, en référence au site web originel, qui était un site sur lequel tout le monde pouvait mettre son art personnel, il y avait quelque chose d'extrêmement, comment dire, très euh, culture pop en quelque sorte, l'art non reconnu, déviant donc, et donc au départ c'était ça, et maintenant DeviantArt ça désigne typiquement presque un genre en quelque sorte. Alors, l'image que vous avez à présent à l'écran représente un fanzine des années 70 où des dessins sont représentés. Alors, vous voyez le style de typographie, la façon dont c'est agrafé, c'est toujours très émouvant, les fanzines de l'époque, avec les trois petites agrafes comme ça. Et puis, on voit donc les dessins faits par les fans représentant la supposée relation sexuelle entre Spock et Kirk. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le slash, parce que ça s'appelle comme ça, fanfiction slash, le ship, alors ça vient de relationship, l'idée qu'on va les relationner en quelque sorte, dans une perspective amoureuse et sexuelle. En fait, ça commence avec eux, ça commence avec ce Spock et ce Kirk. Alors en réalité, ils ne sont pas tout à fait les premiers, il y a eu quelques petites choses avant, mais ils sont les premiers, les plus emblématiques. C'est le premier couple vraiment originel. Donc vous voyez sur l'image les représentations qui sont faites, les dessins qui sont faits par les fans. L'image suivante que vous devez voir à présent, alors j'ai coupé le bas de l'image pour éviter tout problème, etc. Mais il faut savoir que ces images sont souvent disons, très explicite. C'est pas un problème du tout pour les gens qui les font. Donc vous imaginez aisément la suite de ce dessin qui est assez étrange, assez séduisant, parce qu'il a un côté William Morris, si j'ose dire. Vous voyez, Art and Craft, tout ce mouvement anglais de décoration, comme ça, avec ce genre de lignes, très art déco, en quelque sorte. Hein. Donc c'est vraiment ça que vous avez sur cette deuxième image. Alors la troisième image que je vous montre à présent, c'est une photo de tournage qui fait pas mal réfléchir. Vous voyez les personnages en train de répéter, c'est les acteurs, c'est pas les personnages. Donc vous avez William Shatner qui enlace de manière sympathique son camarade tout en lisant le scénario qu'il a qui tient à la main. Et si je ne m'abuse, la main de Spock est posée sur le genou de son copain. Enfin, donc c'est assez intéressant. Je me suis toujours posé la question. Alors, le vrai gay de l'histoire, c'est celui qui jouait Sulu. Ça a été révélé dans un documentaire sur Spock qui a été fait, vous savez, ce genre de documentaire à l'américaine où on raconte la vie de l'acteur avec deux ou trois, la famille Géniard. C'est un type de documentaire américain. Ah oui, certes, c'était un grand homme qui adorait son boulot, qui travaillait beaucoup. C'était très bien, mais gna 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 gna, nous la famille, gna 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 gna, il était un mauvais père, il n'était pas proche. Enfin, très très américain comme style de truc. Donc, enfin, bon, on peut se demander ce qu'il en était en réalité de l'affection que ces deux hommes se portaient, sans préjuger de quoi que ce soit. Mais ils avaient des points communs assez grands. Ils étaient tous les deux d'origine juive ukrainienne. Ils avaient par exemple, ils avaient une origine en quelque sorte assez commune. Et ils s'entendaient fort bien jusqu'à un épisode où l'un des deux, je crois que c'est Kirk, enfin Shatner, a utilisé sans prévenir son camarade une quelconque documentation, un truc qu'il avait fait, et l'autre en a voulu à mort
au point que William Shatner ne soit pas venu aux obsèques de Spock. Enfin, à chaque fois, je dis Spock, mais je devrais dire Leonard Nimoy. Donc, il n'est pas venu à ces obsèques qui ont eu lieu, si je ne m'abuse, en 2015. Alors, cette question de l'homosexualité, c'est assez intéressant par rapport au climat politique des USA à l'époque. Et le couple Spock et Kirk, de ce point de vue-là, il a un message à porter. Hein. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'explications, et on va y venir après, pourquoi on fait ça, pourquoi on ship, pourquoi on slash, pourquoi on fait de la fanfiction slash à partir de divers personnages, et pourquoi d'ailleurs, je verrai avec vous tout à l'heure, certains utilisent carrément ça pour valoriser leur travail, pour faire en quelque sorte référence à quelque chose qui est du coup très très entré dans les mœurs. Alors on peut se rappeler le climat à l'époque, la dépénalisation de l'homosexualité aux USA. Le premier pays, c'est l'Illinois, et c'est en 1962. On est en pleine période. Hein. Et le pic, la chose la plus importante, ça va être les émeutes de Stonewall. Stonewall, c'est un bar qui est dans Greenwich Village, à New York. Et donc, en 1969, il y a tout le temps des descentes de police contre les homosexuels dans ce bar qui reçoit des personnes homosexuelles. Et on assiste à ce moment-là à l'arrestation extrêmement violente d'une butch, autrement dit d'une lesbienne type camionneur, en quelque sorte. Et c'est tellement violent, elle hurle en disant aidez-moi, aidez-moi, etc., qu'une femme trans noire prend la brique, une première brique, et la lance sur les voitures de police. Donc les pare-brises explosent, et ça y est, c'est lancé, la révolte est lancée, la révolte est phénoménale, c'est quelque chose d'étonnant, et ça donnera naissance ensuite à la Gay Pride et à la dépénalisation progressive de l'homosexualité qui finalement disparaît du grand catalogue des maladies mentales. Il y avait un grand catalogue dans lequel, américain toujours, dans lequel figurait cela, et bien ça c'est enfin, au bout de quelques années, effacé. Donc on est dans ce climat et du coup, on peut dire que c'est pas pour rien qu'on a tous ces... comment dire, toute cette histoire de ship, de slash, de fanfiction slash, qui commence justement à peu près dans les années 70, au moment où la série est reprogrammée. Parce que je vous ai dit, elle s'étiolait un petit peu jusqu'en 1969. On recommence en 70 et cette fois, c'est un grand succès qui est assez lié d'ailleurs à la fanfiction slash en quelque sorte. Alors, du coup, les raisons de tout ça, on va les voir, mais avant, je voulais vous présenter alors, les choses un peu contemporaines qui sont faites à présent. Il y a une très très grande utilisation de vidéos et de montage. Disons que si vous cherchez fanfiction, slash, pop, machin, etc., vous allez vraiment tomber sur des films qui utilisent des scènes qui n'ont rien à voir en les transposant dans un univers gay, amoureux, sexuel. Donc ça, c'est la base. Et c'est fait de façon fort habile, hein, à partir de scènes qui, en même temps, prêtent parfois la main enfin, comment dire, tendent la main plutôt à cela. Je pense notamment à diverses scènes dans la série où vous avez des espèces de nazis d'opérette qui frappent les deux hommes, toujours pareil, hein, toujours ces deux-là, qui les frappent à coups de fouet, ils se retrouvent dans une prison, ils s'escaladent l'un l'autre véritablement pour sortir de la prison. Il y a aussi des scènes où ils sont accrochés comme ça, avec des menottes à un mur par des méchants extraterrestres. Enfin, il y a toutes sortes de scènes qui prêtent le flanc, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure comme expression, hein, à cette idée qui comment dire, favorise ce climat. Alors, j'ai choisi pour vous The Private Life of Vulcan's Cow Sheep, je prononce comme une vache. C'est un film qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est avec les Apologize, autrement dit, il s'excuse, hein, de David Attenborough. Alors ça, vous avez l'image qui apparaît. Alors qui c'est important ça. Alors c'était à une
con, comme ils disent. Évidemment, en français, c'est pas terrible de dire une con. Bon, une convention en 2017 que le film a été produit et qui a été présenté à l'entrée, en quelque sorte, de la convention. Alors, qui c'est ce David Attenborough? C'est un très, très grand commentateur, ce qu'on appelle maintenant un documentariste. C'est-à-dire, il a fait des milliers de documentaires animaliers pour la BBC. Et là, c'est Vulcan BBC, forcément, donc tout est dans la parodie. Et ce type était tellement extraordinaire qu'il a trouvé un poisson fossile très ancien, qui a été nommé d'après son propre nom. Donc il y a un poisson qui porte le nom d'Attenborough à propos de ce David Attenborough. Donc c'est une grosse référence, hein, David Attenborough. Alors comment on travaille la question? C'est l'image suivante, vous voyez, on utilise des images, on coupe, enfin c'est des montages de divers moments de la série qui sont en quelque sorte rapprochés pour créer une nouvelle fiction. Ça c'est vraiment contemporain, enfin je veux dire de maintenant, alors que dans les années 70 c'était surtout les fanzines, les dessins, des choses comme ça. Mais maintenant, il y a surtout ce truc vidéo. Alors, il y en a d'autres, hein, j'ai choisi celle-là, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi excellentes. Vous verrez ça, si ça vous intéresse, c'est facile à trouver. Donc ici, c'est un moment où effectivement les deux personnages s'accrochent l'un à l'autre d'une façon qu'on peut juger quelque peu inspirante, si je puis dire. Donc ça, forcément, ça fait partie du film. Voilà ensuite des images découpées du contexte. Alors, je vous montre la suivante. Alors, si vous avez vu la série, vous vous souvenez que c'est le moment où le pauvre Kirk va être cloné par un affreux et placé, on voit très bien la machine hein, derrière, il va être cloné par l'affreux, et donc il est dans un état de tension, mais là, la tension douloureuse est remplacée par un imaginaire de la tension sexuelle, et c'est également le cas pour la terrible souffrance de Spock, c'est l'image suivante. Donc Spock souffre beaucoup parce qu'il a été infecté par un virus extraterrestre abominable, et tout Spock qu'il est, avec énormément de résistance, beaucoup plus que les humains normaux, il n'est pas tout à fait un humain, non il n'est pas un humain, il est vulcain, bon bref, notre bonhomme là est représenté de la même façon avec une expression qui est transcrite en perspective d'une extase. Et c'est assez marrant, on voit très bien son maquillage. Ils étaient maquillés vraiment à outrance pour les films, et là c'est assez frappant. Alors, d'autres scènes, il y a une autre scène célèbre qui a été utilisée, c'est la fameuse scène de l'amok. C'est un épisode écrit par Sergeant, et c'était un type formidable, Theodore Sergeant. Il était malin comme un singe et il écrivait des tas de romans. Et du coup, c'est lui qui a vraiment fait bondir la fiction. Les autres, ils n'osent pas toujours, il y a une espèce d'effet de répétition. Et là, au contraire, vlan, ça bondit, puisque on en arrive au moment, alors je ne vais pas tout vous raconter parce que sans doute vous le savez déjà, mais où les deux personnages doivent se battre à mort, enfin bref. Et là, vous voyez comment on peut réinterpréter, d'après l'image qu'on vous montre, cette perspective-là. Là, oui, là, c'est une scène que j'aurais dû vous montrer plus tôt, qui représente donc les deux personnages en prison après avoir été frappés. Et il y a toujours un témoin, c'est amusant, dans tous les moments un peu comme ça, j'allais dire, qui relèvent un peu du sadomasochisme ludique. Enfin bon, il y a cette espèce de sadomasochisme fictionnel, disons. Vous avez toujours un troisième témoin. Là, c'est un type qui surveille plus ou moins les deux gars derrière les barreaux de la prison. Alors, on va passer à l'interprétation de tout ça. Et pour ce faire, je fais appel à autre chose. Je fais appel au Yaoi Files, que vous trouvez sur Internet, du docteur Pralinus. Alors, le docteur Pralinus est spécialiste du yaoi. Il n'était pas docteur quand il a fait la série Yaoi Files, qui traite du yaoi, un genre de manga pornographique gay, écrit par des femmes pour des femmes. Le public est visé, c'est un public féminin. Les mangakas sont féminines et le thème principal, c'est des amours entre personnages gays. Donc c'est une représentation d'une homosexualité fantasmée écrite par des femmes pour des femmes. Donc ça, c'est pour ça que le yaoi, c'est assez proche, et les interprétations que donne Pralinus à ce sujet vont également nous servir pour l'affaire de Kirk et Spock. Voilà, j'ai du mal à prononcer. Alors là, vous avez sur l'image les trois personnages, le grand blond,
le petit brun, non, c'est l'inverse, c'est pas le grand blond avec une chaussure, c'est le grand brun, le petit blond, et le professeur à droite qui raconte, et eux, ce sont les assistants. Alors évidemment, ce qui est amusant de voir, c'est que c'est Pralinus qui joue tous les rôles, hein. C'est-à-dire ici, les trois personnages, c'est la même personne qui joue. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et alors, donc, les Yaoi Files, c'est donc la représentation, en quelque sorte, et c'est une réflexion, pourquoi, comment est-ce qu'on pratique constamment le slash entre les personnages, et c'est le cas ici, entre le grand brun et le petit blond, cette fois, je ne me trompe pas, qui sont en quelque sorte systématiquement représentés comme tels, qui sont en quelque sorte stéréotypés, si je puis dire, dans les mangas érotiques en question. C'est des mangas érotiques, hein, c'est pas du tout. Toutes les scènes sont véridiques, crues, enfin, il n'y a pas de voile, hein, comme vous voyez, Mademoiselle de l'Espinasse qui disait de la gaz, il fallait voiler les choses, voiler les idées, voiler les concepts, voiler la violence. Bon, ben là, non, ça y va carrément, si j'ose dire. Alors, l'image que je vous montre maintenant, c'est un yaoi dans lequel on a la même structure, c'est-à-dire le grand brun et le petit blond. Et ça, c'est issu de Kirk et Spock. C'est issu des caractéristiques des acteurs. Il se trouve que Nimoy était grand et brun, et l'autre était petit et blond. Et ça a servi, ça a transmuté en quelque sorte dans ce yaoi. Ensuite, une photo, là je vous montre une photo de tournage, enfin, comment dire, c'est pas une photo de tournage exactement, c'est une photo plus ou moins publicitaire pour la série. Et ça, c'est assez frappant, et c'est peut-être ça aussi qui a donné l'idée constante de faire du slash, c'est que Kirk, il est tout le temps en train de sourire de manière séduisante, séductive, si j'ose dire. Je sais pas si ça existe. Enfin, il essaie de... Et c'est ça aussi qui a pu faire fonctionner l'imaginaire autour de ces deux personnages. C'est que même s'il regarde un pied de lampe ou une fourmi rouge, il a toujours une allure prête à séduire en quelque sorte. Et donc ça a pu aussi faire tourner l'imagination. Alors c'est tellement important et intéressant pour diverses personnes de voir pratiquer cette question du slash que, ma foi, Mr. J-Day et Monsieur Connard, dans les analyses que fait Mr. J-Day sur Internet, c'est comment on appelle ça, un YouTuber spécialisé dans les analyses de publicité, qui présente avec beaucoup de rigueur et un montage parfait réalisé par ces deux gugus que vous voyez à l'écran. Donc lui, à droite, c'est le fameux Mr. J-Day qui raconte, l'autre, c'est Monsieur Connard, qui porte ce nom-là, car c'est lui qui fait toutes les blagues homophobes, sexistes, etc. Dans la série en question. C'est pas une série, c'est des épisodes. D'ailleurs, séparés parfois de plusieurs années. Et à la fin, vous avez carrément une fanfiction slash, enfin vous avez une fiction slash, qui est écrite sur 3 épisodes de Mr. J-Day, analyse de pub, dont les 2 derniers, c'est amusant, sont séparés de 4 ans, mais on reprend la même histoire. Donc c'est une histoire suivant laquelle les 2 personnages sont réputés être gays. Alors là, vous les voyez dans l'herbe. Ensuite, vous voyez des espèces de petites caresses, ça c'est l'image suivante, pendant qu'ils sont en train de faire un tournage. Et pour finir, ils sont tous les deux dans l'attente. L'histoire raconte en effet, la fiction qui est brodée, disons, autour des analyses de pub, raconte comment nos 2 personnages se sont trouvés ruinés et devant rembourser une énorme dette suite à une bêtise quelconque. Et donc, ils sont tous les deux dans l'attente. Vous voyez donc comment des gens, comment dire, des youtubeurs fort habiles qui ont un petit peu compris l'intérêt en quelque sorte du slash pour les spectateurs, alors c'est plus des téléspectateurs, là, c'est pour les internautes, hein, utilisent à bon escient, si je puis dire, ce système. À noter que le brun est plus petit que le blond, donc là, une terrible évolution, naturellement, est en jeu. Alors, pourquoi, ça va être ma dernière partie, si je veux dire, pourquoi le yaoi? Et donc là, j'en reviens à ce que disait le docteur Pralinus dans ses yaoi files, parce que c'est aussi bien valable pour les yaoi que pour les histoires de Spock et Kirk. Alors, la première idée de Pralinus, si je puis dire,
c'est que le yaoi, l'idée du slash, de la fanfiction slash, est transgressive parce elle utilise en quelque sorte, elle met en perspective à la fois le désir féminin et les relations homosexuelles. Donc deux tabous, deux interdits de la bonne patriarchie traditionnelle hétéropatriarcale. Et du coup, c'est quelque chose qui fait bouger un peu les lignes, d'autant plus qu'il se passe quelque chose de très particulier dans ces couples, c'est qu'ils sont à égalité. Il y a égalité. Et ça, c'est très particulier parce que le patriarcat représente la femme comme non désirante, non actante, enfin, devant être séduite. Elle doit, enfin, il y a toujours cette espèce de lourdeur de la relation qui fait qu'elle n'est pas égale. Le mâle blanc l'emporte. Enfin, on a tout ce climat qui fait que la femme hétérosexuelle de base, supposé que ça existe, hein, si je puis dire, bon, cette femme-là, elle trouve dans ses relations gays quelque chose comme une égalité, un sentiment d'égalité qui lui manque dans sa propre vie de femme mariée à un mec blanc. Je parle là vraiment la femme blanche hétéropatriarcale mariée à un mec blanc. Je prends une espèce de cas typique qui correspond peut-être pas à grand-chose, mais qui donne bien l'idée quand même que on n'a pas de partenaires égaux hein, dans le mariage, ça c'est évident. Hein. Et du coup, tous ces trucs de fanfiction slash, ça ouvre en quelque sorte une espèce de perspective. Alors, le docteur Pralinus, j'ai oublié de vous dire que finalement, le docteur Pralinus était docteur. Il a fini par passer une thèse et il l'a obtenu le 16 décembre 2025. Après avoir fait des tas de films où il était docteur, professeur, là, il est le professeur à droite, il est également docteur dans le vaginarium du docteur Pralinus, qui était en gros ses premiers films, où il était le docteur Pralinus. Donc le docteur Pralinus a fini par être docteur. Bon, ça c'est une parenthèse. J'en reviens à les raisons pour lesquelles il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire de fanfiction slash. Il peut y avoir aussi une pulsion de regard, et pour le coup, un male gaze complètement inversé. Vous vous rappelez, le male gaze, c'est simplement de formater l'autre par rapport à son regard. Donc un homme formate une femme en la regardant, et ce regard est destructeur de sa propre identité, de l'identité de la femme. C'est un regard qui construit quelque chose que la femme n'est pas, mais que le mec veut qu'elle soit. Or, ici, c'est l'inverse. C'est des femmes qui regardent les mecs. Et du coup, ça change complètement, là aussi, la donne. Donc, il y a vraiment des forces pulsionnelles, certes, en jeu, mais il y a aussi, on a vu, des forces politiques, la dépénalisation de l'homosexualité aux USA à l'époque, et puis, je parle de Kirk, hein, Spock, et il y a aussi, là évidemment dans les yaoi on n'en parle pas, c'est plus la question, mais il y a aussi d'autres raisons. C'est-à-dire il y a des raisons pulsionnelles, des raisons égalitaristes, des raisons de désir, mais aussi une sorte de revendication anti-patriarcale qui peut être vécue sur un plan fantasmatique, mais également sur un plan politique. Et il y a aussi une autre raison, je crois, au-delà, c'est se poser la question, qu'est-ce qui pousse à continuer une fiction? Alors je vais finir là-dessus, mais c'est un ressort extrêmement puissant qui touche au pouvoir de la narration. Alors d'abord, c'est pas nouveau. Vous vous souvenez sans doute de Guillaume Deloris et du roman de la Rose. Il écrit le roman de la Rose, il meurt, et Jean de Meung, un autre type, reprend, continue. Il semblait qu'il y avait une fin, F-A-I-N, enfin là, une fin au sens on a envie que ça continue. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est tout le problème de la narration qui est une histoire sans fin. Vous vous souvenez aussi Sam et Frodon. À un moment, Sam et Frodon parlent des histoires et l'un des deux dit à l'autre, mais les histoires ne finissent jamais. On est tout le temps en train de rajouter un épisode à une histoire existante. Rappelez-vous aussi la véritable dépression qui a saisi les internautes dans Game of Thrones, au moment où il y a eu une série de 3 morts violentes lors d'un bal. Ça a créé un véritable choc, et d'ailleurs il y a eu un autre choc, c'était la fin de Game of Thrones, où les gens ne pouvaient pas supporter que ce soit fini. Donc finalement, il y a quelque chose là, y compris historiquement, c'est du lourd, si j'ose dire. Je pense aussi à l'Astrée.
Alors on m'avait dit quand j'étais petite que c'était 36 000 pages. Non, c'est pas vrai, c'est pas autant, hein. C'est 5 000, 6 000 pages. Mais enfin, l'Astrée, au XVIIe siècle, c'est une histoire qui n'en finit pas. C'est une histoire infinie. L'histoire de la romance qui ne finit pas, qui continue, comme une sorte de mouvement comme ça, infini. Et finalement, vous voyez, quand quelque chose vous plaît beaucoup, une série vous plaît beaucoup, vous voulez la voir, la revoir en boucle, parce que vous voudriez que ça finisse jamais. Alors, c'est dangereux de vivre dans la fiction éternelle, et la preuve en est le livre de Bioy Casares, un roman contemporain, qui s'intitule L'invention de Morel. Ça raconte l'histoire d'un type qui finalement s'insère dans une fiction enregistrée par une fiction infinie enregistrée sous forme cinématographique et mise en mouvement par les marées. Donc il est sur une île et il est dans une situation d'impuissance politique absolue. En fait, c'est un roman politique, hein. Bioy Casares, L'invention de Morel. Oui, évidemment, on pense à Moreau, l'île du docteur Moreau. Là, il est mis sur une île et le gars, et Morel, c'est le type qui a créé le film, qui a bouffé en quelque sorte la substance de ses amis invités une semaine à passer sur l'île pour les imprimer définitivement sur une pellicule. Et notre héros, désespéré par la violence politique de son pays, il y a toujours ce côté politique. C'est ça qui est étonnant, très intéressant et très étonnant. Et bien finalement, il s'insère lui-même. Il se tourne, il tourne tout seul qu'il est, il tourne, il se prend en cinéma, enfin, je ne sais même pas comment dire, il s'auto-vampirise en tant qu'être cinématographique, et ça y est, il fait partie désormais de l'infinie fiction. Alors donc tout ça pour dire que c'est tout à fait intéressant de se demander si dans toutes ces fictions, et la fiction Kirk-Spock, elle laisse sur sa fin, la fin laisse sur sa fin, surtout qu'en plus ça s'étiole un peu vers la fin, il n'y a plus d'espèce de grands mouvements qui structureraient plusieurs épisodes, ce qui est un ressort en général des séries de ce type, où les personnages ne bougent pas, ils sont toujours immobiles, je sais pas, comme Astérix et Obélix, quoi, ils ne peuvent pas vieillir, ils ne peuvent pas grandir, ils sont bloqués dans une espèce de cycle sans fin. Et là, il y a quelque chose qui manque, et du coup, il y a cette invention de, du slash. Ça répond aussi, à mon avis, à cette très grande nécessité qui date d'il y a très très longtemps. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup.